quelque sorte sous la tutelle de Collioure. C'est le roi Louis XVIII qui, par une ordonnance royale, a donné à Port-Vendres son autonomie. Notre association, le Cercle culturel et philosophique Pirenne, est née à Port-Vendres en juin 1983. Elle était installée dans un ancien bâtiment en vieille pierre situé à l'angle de la rue de la Liberté et de la place de la Liberté. Cette place est bordée sur son côté opposé par la rue de l'Égalité, elle-même bordée par la rue de la Fraternité, soit la devise de la République. Ces trois rues sont donc parallèles et situées près de la place de l'Obélisque. Nous sommes de ce fait très attachés aux valeurs de la République, car notre association loi de 1901 est une loge maçonnique, où des francs-maçons, hommes et femmes, travaillent sur des sujets d'ordre philosophique, sociétaux et humanistes, avec des actions humanitaires de solidarité. Par ces travaux, la franc-maçonnerie est aussi une force de proposition pour la société. Mais avant de commencer cette conférence, j'ai le plaisir d'accueillir et de remercier Monsieur le maire, Grégory Marty, maire de Port-Vendres, que nous remercions vivement pour nous avoir permis de faire cette conférence dans cette très belle salle Vauban. Je lui passe la parole. Merci. Un petit mot pour vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous, pour remercier aussi mon ami Pascal Pagé-Blanc, puisque c'est lui qui a fait le lien pour que cette conférence puisse se dérouler à Port-Vendres, et qui s'inscrit parfaitement dans l'esprit du bicentenaire. Parce que comme vous le disiez très bien, il y a 200 ans, nous étions encore le port de Collioure. Et puis, le Port-Vendrais étant rebelle, il y a eu une pétition et une forte demande de la population locale de devenir indépendante. Et vous pourrez découvrir, en fait, jusqu'en septembre, dans la salle des mariages de la mairie, vous avez un peu tout le processus de l'indépendance de Port-Vendres, avec les premières pétitions adressées à Monseigneur le ministre, puis le roi Louis XVIII, son ordonnance qui enfin met Port-Vendres en plein exercice de droit et ville à part entière. Et puis surtout, vous avez la première campagne municipale, donc en 1823, et là vous avez les premières listes, les premiers articles sur Ouillade, ça existait déjà à l'époque, et puis l'élection du premier conseil municipal. Donc soyez les bienvenus. Port-Vendres fête ses 200 ans, vous fêtez vos 40 ans. Donc je vous souhaite un joyeux anniversaire et une très belle conférence, et merci de prêter attention à notre ville. Merci, monsieur le maire. Je donne la parole maintenant à Daniel qui va nous parler de Pirenne, la fée des logis. La fée des fontaines, pardon, excusez-moi. On a échappé au maréchal des logis. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Alors, lorsque nous nous réunissons tous les étés, nous essayons un petit peu pour agrémenter nos réunions, de trouver des thèmes qui sont des thèmes régionaux. Et nous avons, tout au long de notre existence, abordé des thèmes comme la sardane, comme l'âne, hein, l'âne catalan. Nous avons abordé les clochers républicains, nous avons abordé Arago, nous avons abordé énormément de sujets. Et ce soir, je vais vous en aborder un qui est un petit peu oublié, qui est tout simplement l'origine du nom des Pyrénées. Pourquoi les Pyrénées s'appellent les Pyrénées? Tout simplement parce qu'il y avait une fée, une déesse qui s'appelait Pirenne. Alors, parmi vous, il en est sûrement qui sont déjà allés dans des épiceries fines découvrir des produits de notre région. Vous avez peut-être vu du vinaigre, vous avez peut-être vu du sel, vous avez peut-être vu tout un tas de choses. Et sur le packaging, c'était marqué « Pirenne, la légende ». Port-Vendres, comme nous le verrons plus loin, veut dire « Port de Vénus ». Et un peu plus loin se trouve tout au bout de la côte, à la limite espagnole, le petit port de Cerbère, qui dans la mythologie est le chien qui gardait la porte des enfers. De même, on rencontre dans notre région de nombreuses fontaines qui ont inspiré le titre de cette légende que je vais vous raconter ce soir, Pirenne, la fée des fontaines. Comment Pirenne, donc, la fée des fontaines, tomba amoureuse
du bel Héraclès. Et comment de cet amour naquit les Pyrénées? Comme je viens de vous le dire, c'est une légende oubliée. À l'aube des temps, vivait dans une contrée de hautes montagnes et de profondes vallées une peuplade appelée Bécrides. Leur souverain, Bébrix, y avait établi sa cour. Sa fille, belle, jeune et douce, prénommée Pyrène, était courtisée par tous les rois et seigneurs des environs. Au cours de l'accomplissement de ces 12 travaux, auxquels il a été condamné, Héraclès, fils bâtard de Zeus et d'Alcmène, poursuivi par la haine d'Héra, l'épouse de Zeus, se retrouve sur le bateau d'Amphidipide dans une épouvantable tempête face aux montagnes qui ne s'appellent pas évidemment encore Pyrès, mais qui se trouvent au royaume de Bébrix. Héraclès décide de sortir le navire de cette situation et implore Vénus. Le navire, comme par enchantement, s'échoue dans une crique bien à l'abri des lames. « Merci pour ton aide, belle déesse !» cria Héraclès. « Ici même, parce que l'endroit est beau, j'érigerai un temple. Et ce refuge te sera dédié. Il s'appellera désormais Portus Veneris. » Je vous laisse, messieurs, mesdames, deviner sa traduction. Passons sur plusieurs péripéties. Finalement, Héraclès rencontre Pyrène et tous les deux firent naître de leur amour à l'abri de la forêt. Mais Héraclès devait accomplir son terrible destin et poursuivre sa vie d'errance, semée d'embûches et de batailles, entouré d'ennemis, dont Orthos, frère de Cerbère, gardien de la porte des enfers. C'est lui qui mit Orthos sur la piste d'Héraclès pour le vol d'un troupeau de bœufs aux cornes d'or, appartenant à la déesse Diane, séduite et abandonnée par le même Héraclès. Pyrène restait bien seule, tandis que sa taille portait la trace de ses folles amours. Aussi eut-elle peur de se montrer face à tous, face à son père, le roi Bébrix, souverain offensé, et d'affronter sa colère. C'est pour ça qu'elle décida de fuir loin du royaume. Hélas, le hasard met Pyrène sur la route d'Orthos, qui, trompé par l'odeur de la tunique d'Héraclès que porte la jeune fille, l'égorge. Alerté par les cris horrifiés de la jeune princesse, Héraclès arrive à toute vitesse, mais, constatant la mort de sa bien-aimée, il tue l'homme loup. Réfugié sur une petite plage, au pied d'une cascade, Némésis, déesse de la vengeance et de la justice, apparaît à Héraclès pour lui rappeler le long réquisitoire de toutes les femmes qu'il a séduites et abandonnées, et lui raconte toute l'histoire dans laquelle il n'a été que le jouet des déesses. Pendant ce temps, le père de Pyrène, fou de douleur, se retire dans la forêt. Alors s'instaure sur le royaume un terrible chaos. Les fontaines deviennent brûlantes et sulfureuses. La famine s'installe. Le dragon qui occupait les lieux disparaît, même au tréfonds de la terre, et de temps en temps, de nos jours, pique encore ses colères, provoquant des tremblements de terre, des tempêtes et des inondations, de même que les météorologues n'expliquent pas. Il y a quelques années, je vous rappelle que la terre a tremblé à Éous. À la recherche de Pyrène, Héraclès descend en vain au royaume des ombres et se venge alors en clouant, après l'avoir tué, la dépouille de Cerbère sur 4 immenses pieux. Puis, de désespoir, il érige un immense tumulus qui s'étend d'une mer à l'autre, de la Mare Nostrum au royaume des Atalantes. Il empile ensuite des troncs entiers pour bâtir un monumental foyer. Ce bûcher recouvre toute la chaîne de montagnes. Les vallées et les ravins sont combles. Le foyer va alors de l'Orient à l'Occident, de rivage à rivage. Héraclès a échoué dans sa quête de Pyrène au royaume des ombres. Les dieux se sont ligués contre lui
et ont dispersé l'âme de Pirène aux quatre coins des montagnes. C'est en sa mémoire qu'il a érigé ce tumulus. Plus rien ne le retient à la vie. « Je veux rejoindre Pirène, dit-il, et il demande à son fidèle ami, Chiron, le centaure, de disperser, lorsque le brasier serait éteint, ses cendres aux quatre coins de ces montagnes. Puis, il arrache un sapin et l'enflamme à l'une des forges abandonnées par les nains et escalade le bûcher funéraire. J'ai fait une dernière offrande dans le temple de Vénus. J'ai sacrifié Cerbère, montrant ainsi aux dieux que l'amour sera plus fort que la mort. Ma fin sur cette terre sera aussi la vôtre, cria-t-il à l'adresse des dieux. Seule Vénus ne sombrera pas dans l'oubli. Sous les flammes, le bûcher s'effondre et le jeune homme est englouti sous la braise. Le centaure s'empare alors d'un tison et part à toute allure embraser les forêts sur son chemin. L'incendie ravagea le royaume d'une mer à l'autre, renaissant à chaque fois de ses cendres. Le seul souvenir qui reste de cette aventure est celui transmis par les marins de la Mare Nostrum et par les aventuriers des Atalantes. La lueur du brasier les avait guidés pendant plusieurs saisons. De retour, ils racontaient ce phénomène qui les guidait au milieu des écueils et des coups de vent. Ils le baptisèrent alors Pyros, le feu, et ce n'est que bien plus tard que les survivants de ces tribus transmirent des brides de cette légende. Pour tous les marins, dans leurs souvenirs, c'est en mourant que Pirène est né. C'est bon de rêver, surtout quand c'est Vénus qui est aux commandes. Et tant pis si les histoires d'amour finissent mal, mais finalement, ce n'est qu'une légende. Ceux qui me connaissent se doutent bien que cette histoire n'est pas de mon fait. En effet, je me suis fait plus ou moins aider en m'inspirant d'un ouvrage écrit par Georges Giannada, Pirène, la fée des fontaines. Certains d'entre vous le connaissent peut-être. Il fut journaliste à l'Indépendant, journal local et grand reporter, collaborateur à RTL, Europe 1, France Inter. Il a été présent et a écrit des articles sur de nombreux conflits qu'il a suivis sur le terrain au Liban, en Bosnie, au Kosovo. Mais dans ce roman, l'auteur se laisse aller et nous a plongé dans une histoire fabuleuse au milieu des nains, des titans, des cyclopes. Sont-ils les ancêtres des Catalans? Le tout agrémenté de références géographiques roussillonnaises, comme les sources d'eau chaude sulfureuse, entre autres, et de nombreuses fontaines qui jaillissent dans les montagnes, et même aussi des mines de fer. Il est également l'auteur d'un second roman sur les rivages de l'éternité. Mesdames, Messieurs, que c'est beau les légendes. Merci. Merci à Daniel pour son histoire mythologique sur Pirène. C'est le professeur Gilbert Laguier qui maintenant va prendre place et va nous faire sa conférence, qui est la conférence centrale évidemment de cet après-midi. Je vous laisse entre de bonnes mains. Merci beaucoup de votre accueil. Et je suis très heureux ce soir à plusieurs titres. En particulier parce que, pour vendre, personnellement, sa fondation m'a beaucoup intéressé, mais il faut que j'en dise deux mots qui sera bref. Il s'inscrit, bon maintenant j'ai passé le flambeau à d'autres collègues, mais je me suis beaucoup intéressé avec les étudiants sur le Roussillon au XVIIe et XVIIIe siècle. Et un des aspects qui nous a retenu le plus, avec des étudiants extrêmement curieux et pudiasses, rechercheurs dans l'âme, c'était ce Perpignan de la fin du XVIIIe siècle, où la franc-maçonnerie était très vivante, certainement. Perpignan, à cette date-là, qui avait 12 000 habitants, était une des localités où il y avait le plus grand nombre de loges par habitant,
pour une raison simple, c'est que place militaire, il y avait des loges militaires, ce qui était une manière pour les officiers, je dirais, qui allaient de garnison en garnison en ayant des contacts. Et ceci nous a permis d'explorer non seulement Perpignan, non seulement le Roussillon, mais un ensemble de questions que j'essaierai d'évoquer, notamment sur la société, sur le pouvoir. En effet, Port-Vendre et sa fondation est, on peut dire, un projet qui est extrêmement intéressant, notant que, j'aurai l'occasion de vous le dire, Port-Vendre a bien été fondé, et le grand mérite de Port-Vendre, c'est d'avoir deux fondations bien officielles, et on peut dire avec une date précise. Je crois que c'est un cas unique. Et le projet de Port-Vendre, à la fois pour le XVIIIe siècle, mais sur un plan beaucoup plus général, est extrêmement intéressant. Donc, un projet inabouti, nous verrons. Or, il s'agit bien, c'est comme ça, il s'agit bien d'un cas qui est tout à fait inédit. Des fondations de villes, il y en a extrêmement peu, des projets de fondation, il n'y en a que très peu au XVIIIe siècle en France, deux. La première, qui est à peu près contemporaine, c'est Arques et Senance. Peut-être certains d'entre vous connaissent les salines dans le Doubs de Arques et Senance, qui était un projet extrêmement intéressant, également sous les auspices des règles franc-maçonnes, mais qui était une organisation d'une entreprise extrêmement ancienne, les Salines, un projet extrêmement intéressant qui anticipait sur les tentatives du XIXe siècle où on logeait les ouvriers. Et donc, vous voyez, la première pierre a été posée en 1775, c'est tout à fait contemporain du projet de Port-Vendre. Par contre, Port-Vendre, c'est le seul projet en un lieu vierge, ville nouvelle, complète, au XVIIIe siècle. Et là encore, il faut, j'essaierai de vous le montrer, au XVIIIe siècle, il faut voir un peu de champ. C'est un des seuls ports tentés au XVIIIe siècle. Et il faut rappeler qu'au XVIe siècle, il y a une fondation d'un port, c'est Le Havre de Grasse, Le Havre. Au XVIIe siècle, c'est Sète. Et au XVIIIe siècle, Port-Vendre. Donc vous voyez un cas tout à fait singulier au XVIIIe siècle, mais qui se place dans une longue tradition. Un lieu. J'ai laissé vide intentionnellement cette plage parce que, et c'est une des choses moi qui m'a le plus étonné, quelle idée de vouloir fonder une ville, et le maréchal de Mailly, dont nous allons nous entretenir, avait des ambitions. J'ai noté dans ses plans en tout petit, il prévoyait 12 000 habitants. Alors 12 000 habitants, c'était exactement, au moment où il pense à Port-Vendre, la population de Perpignan. Voulut-il changer pour son projet la capitale du Roussillon? Or, je ne sais pas si vous apercevrez, mais j'essaierai de l'évoquer, cette carte, qui est la carte des Cassini, puisque à la fin du XVIIIe siècle, les Cassini, cartographes de la monarchie, ont couvert toute la France de cartes absolument remarquables. Et celle-ci est très évocatrice. Je voudrais simplement, vous allez comprendre pourquoi j'avais laissé la page blanche tout à l'heure, je voudrais que vous observiez exactement la côte. Voyez-vous une localité au bord de la côte? Il y a Collioure, il n'y a rien.
Or, entre Collioure et Marseille, je laisse cette qui est une construction du XVIIe siècle, il n'y a rien. La côte est vide. À cela, il y a des quantités de raisons. La première, l'hostilité de la côte, ça blaise, mais également les dangers de la côte, et probablement, et cela va vous revenir en mémoire, les villages étaient à 2 ou 3 kilomètres de la côte. Pourquoi 2 à 3 kilomètres? C'était la protection pour les villages, pour investir depuis la mer et la côte. Et si vous allez à la Costa Brava, c'est exactement la même chose. Il fallait venir à pied, donc 3 quarts d'heure. Mais 3 quarts d'heure, retour. Donc, il était quasiment impossible d'être menacé de la mer. Or, c'est une côte qui est vide. Pour vous donner quelques exemples, que je retrouve, que je vous donne les chiffres exacts. Canet, en 1790, comptait 141 habitants. Saint-Cyprien, 104. Aujourd'hui, à tous les deux, il y a 23 000 habitants. Et je voudrais signaler ceci dans la mesure où, si vous voulez, une des grandes difficultés que l'on a, c'est arriver, et c'est une des très grandes difficultés que l'on a à l'histoire, c'est essayer de comprendre quelle était la réalité de l'époque que l'on essaie d'étudier et quelle perception pouvaient avoir les habitants. Or, le Roussillon, jusqu'au début du XIXe siècle, est totalement différent du Roussillon actuel. 2 chiffres. En 1790, avec l'apport du Fenouillède pour le département, il y avait 80 000 habitants. À l'heure actuelle, le département des Pyrénées-Orientales fait 490 000 habitants, c'est-à-dire 5 fois plus. On ne le sait pas, mais le département des Pyrénées-Orientales est le département qui, de tous les départements français, qui n'a pas connu l'industrialisation, mais qui a le plus augmenté en population. À ce rythme-là, la France aurait 120 millions d'habitants. Donc, et la population s'est déplacée de l'intérieur vers la côte. Je ne parle pas des touristes. Donc, c'est bien une côte vide, quasiment vide, que l'on a. Collioure avait à l'époque 2000 habitants. Aujourd'hui, les statistiques INSEE disent 2400 habitants. Donc, vous voyez, c'est une côte vide, et vous avez là une gravure, c'est ce qu'on appelle les gravures Beaulieu. Beaulieu, c'est un architecte urbaniste qui a essayé, vous le voyez peut-être, c'est le plan, Sébastien Beaulieu, plan et profil des villes et places conquis par Louis XIV. La date est intéressante, 1676, mais cette gravure, on va dire, vue d'artiste, est extrêmement intéressante. Je vous donne 2-3 indications. La première, c'est que c'est une vue depuis la mer. Or, Port-Vendre s'apprécie depuis la mer. Derrière, vous avez la Rocaille, une route qui va vers Rosas et dans le port des bateaux. On a là la valeur de Port-Vendre, reconnu depuis Portus Veneris, parlait monsieur le maire, et qui va attirer l'attention de Vauban, qui fait une grande tournée en Roussillon comme en Languedoc 3 ans après. Port-Vendre est le seul abri sur la côte qui existe entre la Costa Brava et Marseille. Il n'y en a pas d'autre. Donc vous voyez, une côte
qui est un vide de population, un abri tout à fait exceptionnel et reconnu depuis toujours. Donc, c'est le projet d'un homme. Le maréchal de Mailly, alors je vous donne à peu près, voilà les personnages, j'y reviens. C'est un militaire qui est commandant en chef de la province. Donc vous voyez, qu'est-ce que c'est qu'un commandant en chef? Il y a dans une province un gouverneur. C'était la famille des Noailles. Les gouverneurs au XVIIIe siècle ne mettent pas un pied dans leur province. Et le représentant, le militaire, c'est le maréchal de Mailly. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'entre-gens, qui est très bien placé auprès de la monarchie, depuis longtemps, une vieille noblesse, et c'est quelqu'un qui est nommé en 1749, et voilà déjà une de ses particularités, il va rester en poste jusqu'en 1790. Donc c'est quelqu'un qui a du temps, et qui restera pour mener des projets, d'autant que c'est un personnage extrêmement actif, il y a bien un intendant, mais qui régente tout, c'est le maréchal de Mailly. Les intendants passent, le maréchal de Mailly reste. Et il n'a qu'un but, je dirais, c'est attirer en quelque sorte le Roussillon du côté de la France. Non pas, n'aime pas le terme, il a été employé pour le franciser systématiquement, mais c'est quelqu'un qui veut apporter au Roussillon les lumières. Et par lumière, bien sûr, une des caractéristiques, ce sera la franc-maçonnerie. Il a des idées, il a une volonté, il a également une capacité à poursuivre ses projets. Notamment, je vous donne un, je vais y revenir, c'est lui qui reconstruit en quelque sorte l'université. Et disons, Perpignan a une université depuis 1350, donc c'est une des plus vieilles des universités européennes. Non pas qui vivotait, mais qui était en plusieurs endroits. Il veut rassembler toutes les formations en un bâtiment nouveau. Bâtiment nouveau, et pourquoi 1759? C'est à l'occasion du premier centenaire, en quelque sorte, du rattachement du Roussillon à la France. Et pour lui, c'est moins la guerre qu'il veut célébrer, c'est pour montrer que le rattachement du Roussillon au royaume de France, c'est la paix. On amène de la paix. Et cela va être, je dirais, le leitmotiv, je dirais, de son action, ou du moins de ses déclarations. Et il agit sur des quantités de raisons, et notamment, je vous donne une chose qui, moi, avait attiré ma attention, mais en réfléchissant, finalement, j'y accorderai beaucoup plus d'importance. C'est le maréchal de Mailly qui a beaucoup œuvré pour améliorer la route sur le Pertus. Avec, je retrouvais des lettres au fort de Vincennes, disons, aux archives de la guerre, il dit bien dans une lettre, il voulait que les chemins soient travaillés, soient améliorés par les deux armées, espagnoles et françaises, les hommes confondus. Alors pourquoi ce chemin est très important? Bien, vous le savez certainement, lorsqu'il y a une frontière, à partir de la fin du XVe siècle, toutes les routes qui débouchent sur les territoires ennemis sont mauvaises et rendues mauvaises intentionnellement pour qu'on ne puisse pas amener de l'artillerie. La défense, c'est le non-entretien des routes.
pour ça que quand moi j'ai travaillé sur le Languedoc et sur disons, les débuts du Roussillon, en faisant ma thèse, j'étais extrêmement étonné de voir que tous les marchands passaient par les Corbières, surtout ne passaient pas par la mer, par le Percus. Je n'avais à l'époque pas compris pourquoi. C'est une question de défense. Il n'y avait pas de route. Et vous voyez comment l'image à l'heure actuelle est totalement différente de ce qui se faisait antérieurement. Voilà le maréchal de Meilly. Alors, c'est donc vraiment, on est dans le XVIIIe siècle. Peut-être apercevrez-vous derrière, voilà, pour vendre, on aura l'occasion d'en parler, l'obélisque, et il est bien représenté avec des quantités de rouleaux. C'est l'œuvre de Meilly. Il a près de 80 ans. Il a 78 ans. Donc, c'est l'homme qui se montre, qui se représente, et on peut dire également, parce que le personnage y tenait, c'est quasiment un portrait publicitaire. J'y reviendrai. Un mot également sur l'université. Alors voilà également un dessin d'artiste qui est extrêmement intéressant. Je vois en arrivant à l'université de Perpignan, le président qui était en poste, j'enseigne, préparait un ouvrage sur l'université. Alors il me dit, écoute, tu choisis un sujet, bon, il me dit l'université. Et voilà un bâtiment qui est tout à fait extraordinaire. Vous connaissez probablement la petite rue de l'université, elle n'est pas du tout aussi aplanie. Là, vous avez une montée et il y a toujours l'entrée. Malheureusement, le bâtiment était défiguré. Je vous le montre dans la mesure où on voit trois choses. Je resterai uniquement ça. On voit bien l'ordonnance du bâtiment, je dirais, avec les règles de la franc-maçonnerie, c'est-à-dire le triangle. Il y a bien trois corps de bâtiment. Si vous regardez, ici, vous avez la première cour, on faisait les formations dans ces bâtiments ici, là, dans les deux ailes. Ça, c'était la jeunesse qui avait accès. Au corps central, et donc vous voyez là, 1, 2, 3, le rythme horizontal. Là, vous avez le rythme vertical. Ici, c'était la salle des actes, c'était la salle pour les professeurs. En haut, il y avait la bibliothèque. La bibliothèque, qui est une des créations du maréchal de Meilly, elle était ouverte au public. Et le troisième vaisseau, toujours le triangle, je ne sais pas s'il a été fait, mais c'est la célébration du pouvoir, avec la paix en haut. Et il y a, en profondeur, également trois parties. Ici, c'est la jeunesse. Ici, les adultes, je dirais, confirmés. Et derrière, là, il y a un théâtre d'anatomie. On l'a oublié, mais Perpignan était une des principales universités au XVIIIe siècle où l'on formait des médecins. Peut-être un quart des médecins du royaume. Il n'y avait guère comme centre de formation en médecine, Montpellier et Perpignan. D'ailleurs, l'université de Perpignan est fille de Montpellier. C'est lorsque, à la suite de la fin du royaume de Majorque et de la perte de Montpellier, eh bien, on crée l'université à Perpignan. Or, et au XVIIIe siècle, c'est une des grandes nouveautés à Perpignan, c'est la création d'un théâtre d'anatomie, donc, où c'est l'anatomie des cadavres. Or, si vous regardez, cette université en développement, je dirais, c'est presque un peu comme les temples indiens.
si vous connaissez un peu la forme, la jeunesse au premier plan. Non, je me suis trompé. La jeunesse au premier plan, l'activité en tant qu'adulte, et puis on se retire vers la mort ou la méditation. Et donc on a bien l'ordonnance, vous voyez, en 3, que j'ai indiqué, horizontalement, verticalement et en développement, mais je voudrais simplement, sans trop insister sur cet aspect, insister là, sur cette grille. On a bien les matériaux du Roussillon avec une grille, avec le métal, du fer du Canigou, qui avait la réputation fortement justifiée, dont la qualité permettait qu'il ne rouille jamais. Et ça, c'est une des caractéristiques du maréchal de Mailly. Venons-en à Port-Vendre. Port-Vendre, c'est les grandes œuvres de Mailly. Alors voilà à peu près comment j'avais ordonné donc ce que je vais tenter de vous exposer le plus clairement possible. Je dirais des marges vers l'univers. C'est-à-dire, je vous l'ai montré tout à l'heure, qu'est, j'exagère, mais qu'est Port-Vendre, sinon un coin perdu. Tout à l'heure, on a dit que c'était trop près d'une frontière gardée par un Cerbère. Bon, gardons l'image. Ensuite, c'est bien une ville construite dans un vide géographique et dans un lieu inhospitalier. Et ensuite, j'insisterai sur la symbolique. Tout d'abord, Port-Vendre, et il faut arriver à comprendre, je disais, des marges au centre de l'univers. En effet, nous sommes en 1759. Je vous rappelle, il y a eu la guerre de succession d'Espagne à la fin du règne de Louis XIV, avec la dégénérescence de la dynastie Habsbourg en Espagne, qui a mené la montée sur le trône d'Espagne des Bourbons. Or, cette guerre a des effets, plutôt que des retentissements géopolitiques auxquels souvent, du moins que l'on arrive très mal à évaluer. Deux mots. Le premier est qu'on s'en rende bien compte, entre l'Espagne et la France, c'est la fin d'une rivalité. Très schématiquement, je dirais, et ce sont les géopoliticiens qui parlent de qui emploient ce terme, d'une frontière chaude, c'est là où on se battait avec l'adversaire, où ça devient une frontière froide, c'est-à-dire il n'y a plus de conflit. C'est la première chose. Et c'est à peu près ceci. Si nous regardons, depuis cette époque-là, les conflits auxquels sera confrontée la France se déroulent soit au nord, soit à l'est. Mais également, la guerre de succession d'Espagne, c'est l'entrée en Méditerranée de la navigation anglaise. Un exemple, c'est la prise de Gibraltar. Et donc, on peut dire que de guerre terrestre, d'infanterie, on va passer aux guerres sur mer. D'où l'importance augmentée des ports, avec certes Gibraltar, mais également les Baléares, qui sont prises par les Anglais, notamment Port-Mahon. Donc, indirectement, le site de Port-Vendre prend de l'importance. Ensuite,
la rivalité avec l'Angleterre devient beaucoup plus active, du moins l'affrontement est maintenant direct, avec la guerre de 7 ans, 1756-1763. Vous savez, c'est cette guerre à la suite de laquelle la France perd le Canada et d'autres possessions du côté de l'Amérique. Or, phénomène auquel on ne pouvait pas s'entendre, on ne pouvait pas s'attendre à partir de 1776, c'est l'indépendance américaine. Et vous le savez, pour la France, je dirais c'est presque un événement, une bénédiction, c'est un moyen de se donner un rôle, d'affronter les Anglais, d'où l'importance, disons, du moins, l'aide apportée par la France aux insurgents. Vous connaissez tous l'arrivée Lafayette nous voilà, c'est-à-dire, mais Lafayette nous voilà, c'est la flotte, et c'est à partir de là qu'il y a la renaissance de la flotte française. Et le maréchal de Meilly, très opportuniste et militaire averti, va utiliser précisément, je dirais, cet événement totalement inattendu. Il s'en servira même à titre publicitaire, nous le verrons. Et donc, à partir de 1782, bien, le maréchal de Meilly obtiendra de la part de Louis XVI que cette ville soit ville royale, c'est-à-dire ville sous le sceau du roi. Je vous parlais d'Arc et Senans. Arc et Senans ne sera jamais ville royale. Il n'y a qu'une seule ville royale au XVIIIe siècle, c'est Port-Vendre. Donc, une ville d'inspiration maçonnique. Donc, tout d'abord, le maréchal de Meilly, qui est franc-maçon, c'est certainement un des premiers initiés en France, probablement dès les années, à la fin des années 1730. Et c'est une des raisons pour lesquelles il n'eut de cesse, je dirais, d'essayer d'installer les valeurs de la franc-maçonnerie en Russie. Et pour bien comprendre les choses, il faut également savoir que dans l'indépendance américaine, les loges maçonniques, et notamment celles de Boston, ont un rôle essentiel. Peut-être j'ai eu la chance d'aller à Boston, mais quand on va à Boston, les habitants le montrent bien, vous avez ce qui est l'hôtel de ville, et sur le balcon de l'hôtel de ville où a été proclamée l'indépendance américaine, c'était le siège d'une loge. Et d'où, d'ailleurs, dans les élites françaises, l'élan qu'il y a eu pour cette indépendance américaine. Et le Meilly va s'adresser comme architecte urbaniste à un architecte urbaniste franc-maçon qui avait été initié en 1774. D'ailleurs, pratiquement tous les architectes parisiens étaient membres de loges maçonniques. Donc Charles de Meilly, de très grande notoriété, au même moment, l'impératrice Catherine II l'avait sollicité pour lui donner la direction de son Académie des Beaux-Arts. Je le formulerai comme ceci: entre Catherine II et Port-Vendre, de Meilly a choisi Port-Vendre. Un rythme ternaire dans la structure je reviendrai dans la structure de cette ville, ça c'est quasiment jusqu'à l'obsession, nous allons le voir. Disons, je reviendrai sur ce plan, passer ici. Donc ça c'est
photo, du moins, la photo, excusez-moi, c'est le dessin, on va dire, vu d'artiste de Charles de Ville, qui a laissé des fouilles de dessins tout à fait extraordinaires. Et nous avons une chance absolument étonnante à propos de Port-Vendre, c'est que, très bon publicitaire, d'abord pour lui, il aimait ce type de gloire du maréchal de Mailly, nous avons des quantités de textes, nous avons toutes ces gravures qu'il a multipliées, qu'il a fait imprimer à titre publicitaire, et nous avons donc une documentation de première main, en particulier, j'aborderai un peu la symbolique, on a l'explication des symboles de tout ce qu'il voulait. Alors, cette gravure est extrêmement intéressante, dans la mesure où on peut voir, je disais de la rythme ternaire, on a, je ne me trompe pas, on a bien, je vous disais, pour vendre tout à l'heure, ça borde de la mer. C'est bien de la mer, cette vue. Au premier plan, la mer. Je commencerai par ceci. Derrière, les montagnes. Devant, la ville. Donc, on a bien la nature. Le XVIIIe siècle, c'est le siècle de la nature. Mais on a bien l'espace liquide, qui est souvent peu maîtrisable, mais on rappelle bien ici que Port-Vendre est le lieu du calme, de l'abri. La nature sauvage, qui rappelle bien ce qu'est la nature, et voilà les villes, l'esprit maçonnique dans son, je dirais, dans toute sa quintessence, dans toute sa... Bon, merci. Sa quintessence, c'est-à-dire l'espace humanisé selon des règles. Et donc c'est bien l'humanisation de l'espace selon des règles. C'est ramener la nature maîtrisée. Et nous allons le voir par la mesure. Donc on a bien 1, 2, 3 espaces. Hein, l'espace liquide, l'espace sauvage et l'espace humanisé. On n'en finirait pas de voir, je dirais, très peu de dimensions. Je prendrai ici, alors, vous voyez, on a la place royale, c'est la place du pouvoir. Ici, ce sont les bâtiments, je dirais, des fonctions, où il y a la police, où il y a la bourse, où il y a, je dirais, les fonctions publiques. Ici, les bâtiments, eh bien, c'est les privés. Donc on a bien l'espace du pouvoir, on a l'espace de public, ah, ça marche pas. L'espace, je dirais, des fonctions. Bon. Non. Elle est morte. Excusez-moi. Donc, on a bien ici, c'est l'espace privé. Donc, vous voyez, le pouvoir, les symboles, l'activité publique est maîtrisée, et puis l'espace privé. Tripartition, regardez ce bâtiment. On a, comme tout à l'heure pour l'université, on a le bâtiment central et les deux ailes. Si vous regardez, pour les ailes, on a les fenêtres 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ici, on ne peut pas les compter, mais il y a 6 vues. Si vous regardez ici, vous avez 1, 2, 3. À chaque fois, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On pourrait multiplier, vous avez
on va dire, le 1 qui ne se divise pas, c'est le pouvoir. Ce qui se divise, maîtrisé, eh bien, ce sont les multiplications de 3, 6, 9. 3 ici, 6 là, 9. Vous faites les multiplications, vous arrivez à 89. Bon, je ne vais pas vous assommer, je dirais, tout ceci, mais tout est maîtrisé. De même que, regardez, vous avez la place centrale, ça ne s'aperçoit pas très bien, mais vous avez toutes les rues qui convergent vers la place centrale et l'obélisque qui est au milieu. Et bien sûr, dont toutes les mesures sont calculées. Et l'obélisque, eh bien, la hauteur est la moitié de l'oblique qui va des côtés sur les bords. D'autre part, j'y reviendrai peut-être, on n'en dirait pas de bas, il y a une chose qui est absolument essentielle et à laquelle on n'est pas attentif. Et j'avoue que c'est très dommage qu'on n'en parle pas. Si vous regardez cette ville, je vous l'ai dit, nous sommes en guerre contre l'Angleterre. Or, c'est une ville qui n'a pas de fortification. Voilà la première ville nouvelle bâtie sans fortification. Pour quelle raison? Alors il faudrait que je revienne, mais bon, je vais m'embrouiller au plan que je vous indiquais, que je vous donnais tout à l'heure. Entre les premiers îlots, les premiers rochers et la place centrale, il y a un échelonnement de 3 batteries donc d'artillerie. Or, ces pièces d'artillerie avaient une portée 2 fois supérieure à ce que pouvaient emporter à l'époque les bateaux. Donc, de l'arrière, il suffit de se rendre à Port-Vendre, et vous le savez beaucoup mieux que moi, on ne peut pas attaquer. On ne peut pas amener, je dirais, correctement des pièces d'artillerie. De la mer, on ne peut pas attaquer. Voilà le premier exemple d'une place militaire qui est sans fortification. En un mot, ça veut dire que je fais plein de raccourcis, et c'est l'anti-Vauban, c'est l'anti-Perpignan et c'est l'anti-Castillet. Donc on a bien là une réflexion, et c'est bien un militaire qui conçoit Port-Vendre. Bon, mon système ne marche plus. Ah si, bon. Maintenant, essayons de réfléchir à la symbolique. Dans la symbolique, donc, il y a bien un petit peu nouveau, je vais revenir de place centrale, je vais y revenir, ou plutôt, je reviens tout de suite. Cette place centrale, elle est d'un type nouveau. En effet, c'est la place dédiée au roi, au souverain. Alors, qu'est-ce qui peut vous frapper? La place dédiée au souverain. Vous connaissez suffisamment de places royales construites en France. Pardon? Oui? Mais au centre, qu'est-ce que vous avez? Et il n'y a pas de statue du roi. Prenez la plus proche, le Pérou, Montpellier. On a bien, je dirais, une place en moteur, comme ici. Mais la place du Pérou, c'est bien
le souverain à cheval en, disons, en empereur romain. Donc, ici, le roi est suggéré, il n'est pas montré. Et un Louis XIV au Pérou, c'est le roi conquérant, c'est le roi chef de guerre. Ici, c'est toujours le symbole de la paix. Je vais y revenir. Donc, vous voyez, pour vendre, je vais revenir encore dans l'obélisque, il y a bien à la fois la ville nouvelle, mais dans la symbolique et dans la réalisation, il y a une richesse qui mériterait d'être beaucoup mieux mise en exergue. Donc, c'est bien une place nouvelle, et une nouvelle conception, y compris des symboles de la monarchie. Alors, est-ce qu'on va ouvrir? Oui, ici. Venons-en à l'obélisque central. Alors, cet obélisque central est tout à fait extraordinaire. Heureusement, il existe. C'est une obélisque saturée de sens. Limite, pour en faire le commentaire d'ensemble, il faudrait plus de demi-heure. Je ne vais pas vous assommer avec ceci, mais première chose, des matériaux du Roussillon. Tout à l'heure, je vous disais à propos des bâtiments de l'université, j'avais signalé le fer, il y avait la brique rouge et la pierre blanche du Roussillon. Eh bien, à la base, le socle, c'est du marbre blanc et rouge de Villefranche de Conflans. L'aiguille, c'est du marbre blanc d'Estagel. Le perron, là, était justement du marbre blanc et rouge. Également, les grilles en fer du Canigou. Donc toujours la volonté, je ne sais pas, je vais peut-être trop loin, mais de montrer que le Roussillon recelait les matériaux qui s'accordaient au royaume dans lequel il était situé. Le socle. Donc, le socle, ce sont les contingences terrestres. Je reviendrai en faisant le commentaire des 4 vues. Donc, ce sont les contingences terrestres sur lesquelles est représenté le roi acteur. Ensuite, il y a bien les tortues intermédiaires. Vous avez ici 4 tortues. Alors pourquoi les tortues? Vous le savez très simplement. Bon, la tortue, on retrouve ceci, je ne sais pas si c'est copié, mais quand vous allez en Chine et que vous avez également, il y a toujours les tortues qui supportent précisément les textes de la sagesse. Alors, la tortue a cette vertu symbolique de représenter le microcosme, c'est-à-dire l'ici-bas terrestre, c'est un ventre plat, et le macrocosme, c'est-à-dire la voûte céleste, à la mesure où elle a une coquille ronde. Et c'est bien sur cette coquille ronde que repose l'obélisque. Et au sommet, le globe, et je vais y revenir, le symbole du roi, c'est-à-dire la fleur de lys. Les tortues intermédiaires, c'est l'ici-bas, la voûte céleste. Elle représente la durée. Vous connaissez la durée de vie
toujours très étonnante des tordus, et la stabilité. L'aiguille qui projette, le souverain vers l'univers. Le globe et la fleur de lys sont l'image du roi très chrétien. Donc on ne montre pas le roi, il est figuré. Il est vers le très haut, je reviendrai. Ensuite, oui, il y a sur les bords 4 trophées. Ce sont les 4 représentations des 4 points cardinaux de l'univers et 4 points cardinaux que le roi domine, mais puisqu'ils sont bien alignés, c'est une domination, je dirais, pacifique pour les accorder aux valeurs qu'il veut représenter. Donc, au centre, vous voyez, on a bien l'obélisque, mais ce qui va nous intéresser le plus, bien, ce sont les... que je prenne le papier. Voilà. Sur les 4 faces, ils sont toujours, et fort heureusement, on a bien l'explication. Tout d'abord, donc vous voyez le roi, il est représenté un homme du peuple. Ce n'est plus le roi sur un cheval dominateur. C'est l'homme du peuple. C'est la servitude abolie. Et donc, je ne sais pas si vous le lisez, le roi, sortant de son palais, annonce la liberté aux serfs de ses États. Il est vrai, c'est une chose sur laquelle on insiste peu. Le roi Louis XVI avait affranchi les serfs, disons que c'était dans toute la zone de la Bourgogne et de la Franche-Comté, où existait le système, je dirais, des familles groupées, entre lesquelles, au sein desquelles, le bien restait collectif, et ce qui fait que les habitants soit restaient dans ces familles, soit étaient obligés de partir. C'était une servitude et il les a, je dirais, abolis. On en parle peu parce que ça a créé immédiatement des problèmes très graves au sein de la province, à partir du moment où on pouvait diviser les patrimoines, se sont posées les questions de répartition entre les individus. Mais c'était le dernier. Vous savez, c'est ce qu'on appelle les biens de même morte. Hein. Ça veut dire que c'est connu avec les biens de l'Église, on ne partage pas les biens de l'Église, on le transmettait, je dirais, aux successeurs. Voilà, c'est l'abolition des biens de même morte. L'indépendance de l'Amérique. Vous lisez, d'un côté la ville de Boston et les peuples de l'Amérique rassemblés sur le rivage, levant la main à la frégate du roi qui leur porte le traité qui assure leur indépendance. Voilà le roi. Alors, Boston, là encore, c'est de là qu'est partie l'indépendance américaine. Disons, dans le discours de cette époque-là, en Roussillon, on dit que le Roussillon
et Port-Vendre est à la latitude de Boston, ce qui est à peu près exact, d'où la similitude. Et donc c'est bien la France qui amène la liberté au peuple asservi. Alors je passe sur la symbolique, mais elle est extraordinairement forte, dans la mesure où l'indépendance américaine, c'est quand même le premier acte de décolonisation. Et pour l'Amérique se veut également à l'origine de la liberté. Regardez les discours du Taliban américain, mais c'est bien l'Amérique qui, en retour en remerciement, et vous avez des discours américains dans ce genre, qui est à l'origine de la Révolution française, de la liberté. Troisième bronze et plaque, la marine relevée. Et il est vrai que c'est l'époque où on rebâtit une marine, et là, vous avez les deux, les ports de Toulon et de Brest, c'est bien Port-Vendre qui est au centre du jeu, à la fois de la Méditerranée et de l'Atlantique, et qui se veut précisément projeté du côté de l'Amérique, au centre de l'univers. C'est bien, là je ne trahis pas les textes que l'on a par la suite. Enfin, la liberté du commerce. Et pourquoi liberté du commerce? Dans la mesure où il y a un enthousiasme à cette époque-là pour le commerce, notamment le commerce de l'Amérique, et Port-Vendre obtient le privilège, employons le terme le privilège de port-franc vers l'Amérique. Et pour vous donner, sans allonger d'importance sur ce plan, il faut savoir que les États de Languedoc lancent une campagne à cette époque-là, en 1783, où ils prospectent, je dirais, l'Amérique, ils envoient un certain nombre de produits en termes de prospection. Il y a bien un engouement. Et donc, qu'est cet obélisque? C'est bien l'hymne à la liberté sous l'autorité et la direction du roi. Le roi, homme du peuple, tel qu'il est représenté, c'est bien ceci, c'est l'homme, homme du peuple, et on a là, dans, je dirais, cette, c'est plus qu'une éthique, cette symbolique, peut-être en avez-vous entendu parler, de ce qu'on appelle le corps du roi, la vision du corps du roi. Alors qu'est-ce que c'est que la vision du corps, des deux corps du roi? Il y a le roi qui est homme comme tous les hommes, homme d'ici-bas, mais également c'est le corps du roi intemporel dans la mesure où il n'est jamais qu'un successeur, prédécesseur qui transmet une dynastie et qui transmet le pouvoir. Rappelez-vous ceci, vous le connaissez peut-être, ces phrases prononcées, je dirais, lors de l'assassinat de Henri IV. On ramène le corps, le roi est mort. Et on dit, non, le roi est mort, vive le roi. Ceci est une des caractéristiques, et nous ne le savons pas, qui est, on n'insiste pas, c'est une caractéristique, je dirais, en France, sur la transmission du pouvoir. C'est très différent, par exemple, en pays catalan et en Espagne. En pays catalan,
le roi d'Espagne n'était reconnu que lorsqu'il venait à Barcelone reconnaître les usages espagnols. Il n'est pas roi immédiatement. En France, le roi de France est roi, quel que soit son âge, quelles que soient ses considérations, c'est le roi intemporel. Et donc, dans cet obélisque, il y a bien la symbolique royale dans toutes ses caractéristiques, mais avec ceci qui est radicalement nouveau de l'homme du peuple qui se veut l'homme de la liberté. Alors, je ne vais pas trop insister là-dessus, mais ceci est fait et placé en 1780-85. Toutes ces gravures, nous les avons grâce à l'ouvrage de Médecin Carrère qui était monté à Paris et qui publie cet ouvrage. Et l'ouvrage est de 1787. 2 ans après, c'est bien une autre liberté qui va s'imposer en France. Donc vous voyez, 2 moments de la liberté, 2 niveaux de liberté. Et c'est un moment qui est tout à fait étonnant. Et c'est peut-être à Port-Vendre, à cet obélisque, qu'on a le mieux, je dirais, cette représentation de la liberté fin XVIIIe siècle, sous les auspices de la franc-maçonnerie. Donc, qu'avons-nous? Eh bien, il s'agit bien, de la part de Meilly, qu'on le veuille ou non, c'est dans le registre, je dirais, appuyé, mais il s'agit bien de propagande, de mise en scène, de publicité. La propagande monarchique, je n'y reviens pas. La mise en scène, eh bien, par exemple, le 28 septembre 1780, il y a la pose de la première pierre de l'obélisque par la duchesse de Meilly. Donc, tout à l'heure, je vous disais, mais ce n'était pas du tout, je dirais, une phrase dans l'air. À Port-Vendre, nous avons bien, le 23 septembre 1823, donc la naissance administrative de Port-Vendre, mais si il y a bien une première pierre à la fondation d'une ville, on a l'acte, on a eu l'acte, eh bien, a eu une pose de première pierre. Donc, Port-Vendre est né 2 fois. Sur le plan, je dirais, du XVIIIe siècle et sur le plan, je dirais, du XIXe siècle, à la fois, vous voyez, pour une place royale et sous les auspices d'un roi Louis XVIII. Enfin, publicité, et pour vous donner le sens de la publicité, j'en donnerai qu'un exemple. En 1781, le confiseur du roi Duval plaça dans la devanture de sa boutique, lors des fêtes de la naissance du dauphin, un obélisque en sucre figurant le monument élevé à Port-Vendre. Je crois que peut-être ceci pourra donner des idées pour de prochains confiseurs. Je crois qu'il y a des précédents. Donc, pour jeter cet élément étonnant, donc vous voyez, cette fondation de Port-Vendre est extrêmement intéressante. Certes, elle est inaboutie parce que, là encore, accident de l'histoire totalement imprévisible, arrive la Révolution. Donc, c'est bien l'interruption, je dirais, d'un projet, c'est pour ça que je disais elle est inaboutie, mais elle est d'une richesse absolument étonnante dans la mesure où elle représente un peu elle est à replacer
dans un environnement, on va dire, géopolitique du XVIIIe siècle. On passe de la guerre, des affrontements sur terre vers la guerre sur mer, où on va sur la valorisation justement de Provence avec l'habileté du maréchal des Mailly d'utiliser, je dirais, l'actualité en le propageant vers l'indépendance américaine, mais également on a là, à tous égards, d'une part une ville radicalement nouvelle, sans murailles. Là encore, la marque de la ville, ce qui marquait la ville, c'était les murailles. Dans la manière d'appeler les localités, n'avait droit au rang de ville, à l'appellation de ville, que les localités qui avaient des remparts. D'où, pour certaines, des sommes tout à fait astronomiques consacrées aux remparts. Mais également, on a là une évolution dans la longue durée, je dirais, de la symbolique du pouvoir, où on passe du pouvoir du roi. Ah, c'est pour ça que j'avais du roi Louis XIV, qui est dans sa majesté, et vous connaissez tous ce portrait peint par Rigaud en 1701, on a bien tous les attributs du pouvoir. Eh bien, voilà le roi tel qu'il est représenté au Pérou, et on a bien le nouveau roi, qui est l'homme du peuple. Donc, il y a bien à Port-Vendre, et avec cette fondation, il y a une richesse, je crois, qui est à découvrir, à conserver. C'est la raison pour laquelle il reste cet obélisque. Je crois que vous avez là un bien très précieux. Je vous remercie. Je remercie le professeur Gilbert Verguet pour cette très belle conférence. Donc, si vous avez des questions à poser, Jérôme va passer dans la salle avec un micro pour vous les prendre. Merci. Bonsoir, je vous demande juste de lever la main. De parler près du micro. Merci. Gérard Coy, Gérard Coy, j'appartiens à une association identitaire Pyrénées qui se trouve sur Toulon, sur Perpignan. Vous avez parlé de la symbolique du socle de l'obélisque de Port-Vendre avec 4 faces. Alors, je voudrais simplement noter le fait que la Statue de la Liberté à New York est coiffée d'un casque qui place 5 pointes représentant les 5 continents. Et dans le domaine symbolique, le nombre 5 est aussi important que le nombre 3. Voilà, j'ai dit. Alors, si vous voulez, il y a bien les 4 parties du monde. Vous avez entièrement raison, avec, je dirais, un petit ajout. Le 5e continent, l'Australie n'y a encore pas découvert. Donc il n'est encore pas découvert, et c'est justement en année au moment des voyages, justement des grands voyages. Mais dans la symbolique, le 5e continent n'est encore pas entré. Mais vous avez tout à fait raison. Oui, il y a une chose à laquelle peut-être que j'aurais dû aller un peu vite. L'indépendance de l'Amérique, c'est bien la plaque qui est orientée du côté du port.
Hein, c'est bien aller vers l'autre, hein, dans la disposition. Mais votre remarque est extrêmement intéressante. On voit bien cette évolution de la symbolique, et on rattache également au nombre 5, mais elle est toujours extrêmement intéressante. Et on est bien là, on l'a vu avec le pouvoir royal, il y a bien une évolution de la symbolique. Et je crois qu'il faut être toujours attentif à ces ajouts, ces retranchements, ces enrichissements. C'est dans ce sens que aussi il n'y a pas que l'économie matérielle qui est à considérer. Pas d'autres questions? Pourtant, la franc-maçonnerie, ça crée des fantasmes. À Port-Vendre, en plus, est-ce qu'il n'y a pas une invasion d'Illuminati? Enfin, faut y aller, là. Bon, je vous remercie pour la présentation absolument fascinante. Je visite Port-Vendre depuis 30 ans, et puis je suis tombé sur l'obélisque par accident. Je me demandais beaucoup ce que c'était, je me suis un peu informé, mais j'aimerais simplement dire que je suis assez déçu, et puis j'aimerais bien que Port-Vendre prenne plus de fierté de ce monument. Franchement, c'est un parking assez dégueu, pas très impressionnant. Et puis, je dirais, c'est simplement ma curiosité qui m'a amené à regarder et puis me demander pourquoi est-ce qu'il y a des tortues, par exemple. C'était fascinant. Et puis, en effet, les références que vous avez fait expliquaient, éclaircissent beaucoup. Mais s'il y a des membres du conseil d'administration dans la salle, j'aimerais bien qu'on communique au maire que peut-être on doit embellir et mettre une petite explication sur cet obélisque, parce que c'est 1000 fois fascinante. C'était déjà fascinante, mais grâce à vous, maintenant c'est absolument fabuleux comme monument, et puis je vais prendre plaisir de le revisiter ce soir. Merci. D'autres interventions? Ah, celle-ci c'est unique, le caméraman qui va poser une question. Alors, puisque c'est la journée maçonnique aujourd'hui, est-ce qu'au-delà de l'aspect des lumières, il y a des aspects dans la maçonnerie ici ésotériques? Dans le discours, alors, si vous voulez, ésotérique, je ne peux pas répondre. Dans la description que je vous ai donnée, bien, cette description, elle est formulée, elle est écrite dans l'ouvrage de Carrère, et c'est ce qui est extrêmement intéressant. Nous avons le commentaire, je dirais, officiel, où on voit c'est bien un projet, la manière dont est ce projet, parce que souvent quand on dit la politique, il y a des choses qui, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que on exagère? Là non, tout est acté, tout est bien prévu, et si vous voulez, ce qu'il faut dans l'ésotérique, je ne sais pas, mais peut-être monsieur, la réflexion de monsieur était extrêmement intéressante tout à l'heure. C'est vrai qu'au départ on ne comprend pas. Je dirais que nous avons à Port-Vendre avec ces exemples, on a bien la ville pensée, quelqu'un qui voit tous ces assemblages peut être sensible, je dirais, à la régularité, à l'ordre, à la mesure. Mais seul l'initié peut arriver à en saisir le sens.
Et je crois que c'est, sans aller plus loin, c'est finalement de la franc-maçonnerie, on apporte, je dirais, la réalité, et puis le sens véritable, eh bien, c'est uniquement l'initié qui a les codes, en quelque sorte, qui peut les comprendre. Je crois que c'est simplement ceci, sans aucun fantasme. Hein, souvent, on va chercher, alors bien sûr, il y a des groupements ésotériques qui ont, j'insiste pas parce qu'à la limite, ils ne sont pas dignes d'intérêt. Par contre, la construction, je dirais, symbolique en donnant un sens et en l'offrant à ceux qui veulent bien le comprendre, c'est bien ce que l'on a à pourvendre avec ces représentations. Parce que dans le carrère, on a bien ces représentations, ça a bien été construit et on a bien l'obélisque, et on a les commentaires. Donc, on a toutes les réalités, sans débordement d'imagination. Ce que je voulais simplement dire avant de repasser la parole, c'est qu'en tant que franc-maçon de la loge de Pyrène, à Lorient-Port-Vendre, on est vraiment chanceux, puisque nous sommes rattachés, pour ceux qui ne connaissent pas, à une fédération d'autres loges. Il y en a 1300 au sein du Grand Orient de France. Grand Orient de France qui a des loges en France, mais aussi en Europe et un petit peu disséminées partout dans le monde. Et on est sans doute l'une des rares loges à être implantée dans une commune qui a une telle richesse maçonnique. D'ailleurs, si on avait dû, dans une autre commune où il n'y a pas de passé, c'est ce qui se passe la plupart du temps, faire donc une conférence pour notre anniversaire, ça aurait été être franc-maçon au XXIe siècle ou quelque chose comme ça. C'est des thèmes intéressants mais généralistes. Et là, on avait non seulement la chance d'avoir ce passé, mais surtout d'avoir un historien qui n'est pas du tout franc-maçon, mais qui est universitaire et qui a accepté de nous faire partager sa connaissance pour fêter ses 40 ans. On a de la chance. On a bien vu que l'obélisque a été érigé pour à la gloire du roi. Or, ce monument n'a pas été détruit par la Révolution. Et est-ce que ce ne serait pas le fait qu'il soit d'inspiration maçonnique, ce fait-là qui lui est permis d'être transmis encore jusqu'à nos jours, intact? Je ne peux pas vous répondre. Je ne peux pas vous répondre. En tout cas, c'est un heureux. Alors oui, alors il y a une chose que j'ai oubliée. Une chose que j'ai oubliée, j'avais peur de vous laisser, et je vais reprendre. Oui. Sur cette vue d'artiste, nous dirions, essayez de regarder si vous observez une église. Il n'y en a pas. Et au départ, on a discuté avec Jérôme depuis pas mal de temps, et personnellement, je n'avais pas fait le rapprochement. Dans le bâtiment de l'université, qui est conçu en 1759 et qui est terminé en 1763, il n'y a pas de chapelle. C'est absolument étonnant. Normalement, il y a toujours une chapelle. Et en plaisantant, je dis à Jérôme, il y a des toilettes publiques. Alors, c'est déjà un souci du corps qui est assez particulier. On est dans une université où il y a la médecine. Mais ça veut dire que il y a bien là, il faut bien se rendre compte que ce n'est plus l'église cléricale. Là, elle n'y est pas. C'est sous le sceau de l'être suprême. Et là, ça va extrêmement loin, et souvent, il y a des choses que l'on ne
c'est pas. Mais nous sommes très fiers, avec juste raison, et ça fait partie de notre Constitution, il y a la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Nous connaissons les articles. Mais nous ne lisons jamais le court préambule. Or, ce court préambule, qui est d'une très grande richesse, qui dit notamment un pays qui n'a pas la séparation des pouvoirs est un pays qui n'a pas de constitution, mais il dit bien, et nous, avant d'énumérer les articles, c'est bien en présence et sous les auspices de l'être suprême, et non pas de Dieu. Or, l'Assemblée qui rédige la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, il y avait bien le clergé. Et on ne sait pas souvent, ça nous étonne, mais là il y a peut-être un mot d'explication, beaucoup de membres du clergé étaient membres de la franc-maçonnerie. Il y avait une petite loge à Saint-Paul-des-Fenouillers, la majorité, ou au moins la moitié, étaient des chanoines du chapitre de Saint-Paul-de-Fenouillers. Bien que le pape ait interdit la franc-maçonnerie, mais ça ne vaut pas du tout en France, pour une raison très simple, c'est que toute règle, qu'elle soit du roi ou du pape, n'avait, ou du moins, n'était entrée en fonction que si elles étaient enregistrées. Et c'est une chose qui, je vais revenir rapidement là-dessus, que l'on connaît en France, il y a eu un rappel rapidement, une loi n'existe pas seulement lorsqu'elle a été votée, il faut qu'elle soit promulguée et inscrite au journal officiel. Eh bien, c'est un des héritages de la monarchie. Il fallait que les choses soient enregistrées. Or, le Parlement de Paris a refusé d'enregistrer ce qui venait de la papauté, ce qui fait qu'en France, eh bien, il a pu y avoir une franc-maçonnerie alors qu'elle était interdite en Espagne, en Italie, et quelqu'un comme de Mailly pouvait être un franc-maçon. Mais ce que vous dites, je ne peux pas vous répondre. Il faudrait voir dans les littératures, malheureusement, la révolution, la phase de la révolution n'a pas été étudiée encore en France. Disons, en Roussillon. Bon, c'est une très grosse entreprise. En fait, moi je le regrette beaucoup. Moi je méritais statutairement, puisque bon, j'avais un poste à l'histoire moderne, donc à la Révolution, ça m'aurait énormément intéressé, parce que je vois deux phases, personnellement, je n'engage que moi, deux phases du rattachement de Roussillon et la France, c'est 1659, c'est le rattachement, mais le Roussillon garde ses institutions. Mieux, d'ailleurs, qu'au sud avec les décrets de la Nova Planta. Par contre, le grand changement, c'est la Révolution, où toutes les lois, notamment en matière d'héritage ou autres, sont appliquées. Alors ça, c'est un aspect qui n'a pas été étudié. Bon, il y a des générations pour que ce soit étudié, il faudra aller étudier tous les notaires et autres, mais vous posez une question, moi qui m'intéresse, j'aimerais bien en avoir la réponse, mais la réflexion que vous faites est très pertinente. Oui, concernant donc l'obélisque, peut-être que la représentation du roi en tant que gens du peuple n'évoque pas le pouvoir. Et la Révolution a peut-être détruit les bâtiments du pouvoir à l'époque. Écoutez, je n'ai aucune idée. J'en lance une, c'est une pure hypothèse. Je me demande si les plaques qui évoquent l'indépendance américaine n'ont peut-être pas permis à l'obélisque de subsister. Je pense à ça. Mais je n'ai aucune idée.
Je n'ai aucune idée et il faudrait examiner. Il faudrait aller voir les délibérations municipales, des réflexions. Et les réflexions municipales, il ne faudrait pas regarder uniquement que 1789. Il faudrait voir après coup les discours qui sont faits. Mais c'est un post thème, madame, c'est un post thème d'étude. Bon, je vous remercie. Non, vous allez boire un coup après. Avec des personnes qui voulaient partir. Il reste encore 2 questions. Comme on est dans la symbolique 3, allez. On ira boire un coup. Juste une petite remarque pour certaines personnes, peut-être. C'est intéressant, particulièrement à Port-Ventre et dans la conférence qu'on vient d'écouter, de voir la traduction de la maçonnerie spéculative dans l'opératif en tant que tel. Oui. Autant, si vous voulez, il est facile de lire les symboles où c'est plus commun, disons, plus général. Pour le compagnonnage et la lecture des pierres dans les édifices religieux, autant c'est rare de pouvoir avoir une lecture de cette traduction-là en franc-maçonnerie. Si vous levez la main. Non. Et voilà. Ah, mais toi encore. Mais oui, parce que... Alors, pouvions-nous partir de cette conférence sans parler d'un franc-maçon célèbre et auteur de théâtre, Caron Beaumarchais, qui aurait affrété dans le coin un bateau d'armes pour les États-Unis. Est-ce que vous confirmez qu'il y a encore la facture? Non, là, je ne peux pas vous répondre. Je ne peux pas vous... Donc, disons qu'il y a eu un engouement très surprenant. Disons, dans toute la région, bon, un des nobles Narbonnais, enfin, du Narbonnais, qui a été seigneur du lac, a été commandant d'un des bateaux qui a participé. Et d'autre part, vous avez de nombreux nobles languedociens qui ont participé à l'indépendance américaine. Je ne citerai qu'un seul nom, je crois, qui est connu encore à Perpignan, parce qu'une partie une branche de cette famille a eu un rôle au XIXe siècle en Roussillon. Les 2 chefs de biens, est-ce que... Oui. Eh bien, les 2 chefs de biens étaient basés à Narbonne. C'est une famille, le premier des chefs de biens, c'était un Breton qui a eu un rôle, disons, dans les finances royales au XVIe siècle, qui s'est fixé dans la seconde moitié du XVIe siècle à Narbonne, donc qui a prospéré à Narbonne. Il y avait une loge, disons, 2 chefs de biens ésotériques, celle-là en rite écossais, qui était uniquement composée que de chefs de biens au XVIIIe siècle. Et un des 2 chefs de biens est parti en Amérique. On ne sait pas ce qu'il est devenu, mais les 2 chefs de biens, qui sont une grande famille, qui existent encore, y compris à Narbonne, donc il y a encore, ils ont amassé sur leur famille beaucoup de renseignements. Et bon, je prendrai que cet exemple-là. Il y a eu une tradition américaine, notamment dans la région, et notamment commerciale. Et je terminerai pour donner un exemple. Vous savez que le Languedoc, à la fin du XVIIIe siècle, était un des poumons industriels par la draperie, par la grande draperie. Eh bien, une partie des archives d'une des plus grandes entreprises de textile languedocienne, eh bien, le font
et dans une université américaine à Chicago, parce qu'un des héritiers est allé s'installer aux États-Unis. Donc il y a eu un engouement pour les États-Unis qui est absolument étonnant. Et dernière découverte que j'ai faite, qui est différente pour vous dire comment ça a arrivé, il y avait un prêtre inspiré de l'abbé Barcet. Alors j'ai découvert ça, bon, c'est des commandes de collègues qui m'ont dit « tu fais tel travail », bon, c'est comme ça qu'on découvre beaucoup de choses. Et un prêtre, inspiré de l'Église, qui était en relation avec toutes les universités, Berlin, et qu'est-ce que j'ai trouvé? Que lui aussi avait trouvé que en longitude, Espira de l'Église et Provence étaient sur la même latitude que Boston. Donc il y a, je pense, probablement de quoi travailler encore. Alors, pour les anciens étudiants qui sont là, merci beaucoup de m'avoir fait l'amitié de venir, et pour les autres, il y a encore du travail à faire. Bonjour, merci pour cette si belle conférence. Voilà, vous m'avez rassuré sur un point parce que j'étais très inquiet depuis un moment sur notre obélisque, parce que il me semble que ça fait partie du symbolisme de l'obélisque d'être monolithe. Voilà, je m'inquiétais depuis un moment, j'avais observé qu'elle était maçonnée, notre objectif, notre obélisque. Et sur les illustrations que vous nous avez montrées là, on parle de l'aiguille et on voit qu'elle est monolithique. Alors, comment expliquer ce décor qui a été ajouté dessus? Il y a une intention du départ, croyez-vous? Ou bien c'est quelque chose, une restauration qui a été mal pensée? Dans ce que nous avons vu, dans l'état actuel de l'obélisque. Ah, ça, je peux vous dire. Non, ça, à l'origine, c'est ceci. Après, le reste, les outrages du temps, parce que... non, ça, je ne peux pas du tout vous répondre. Par contre, il y a le projet, on sait que ça a existé. Par contre, pour l'université, on ne pense pas que le sommet qui représente le pouvoir a été... on s'interroge beaucoup. Par contre, il y a bien ce que l'on a là, il y a bien la volonté de bâtir et de symboliser et d'avoir ces attributs du symbole. Ça, c'est absolument certain. Après le reste, nous n'avions pas à cette époque-là de photographe pour garder le souvenir des choses. Bonsoir. Je voudrais juste savoir si Lafayette était franc-maçon. Je ne sais pas si vous me l'avez dit. Non, je ne l'ai pas dit et honnêtement, je ne peux pas vous répondre. Il faudra que je le recherche. Par contre, une bonne partie de la noblesse, alors probablement, dans la mesure où le Grand Orient de France a été refondé en 1778, la probabilité est forte, mais je ne peux pas m'avancer. Par contre, le fait qu'il aille et qu'il y ait de tels liens au sein des 13 colonies, parce que là encore, pour comprendre les choses, il faut voir les dimensions du pays, qui n'ont rien à voir avec celles de la France. Et la franc-maçonnerie, comme pour les militaires, disons en France, c'était un moyen de correspondance des élites entre elles, et de se retrouver et d'avoir
une volonté commune, et c'est une des raisons pour lesquelles, je dirais, que l'indépendance américaine peut exister dans la mesure où ceux qui s'expriment ont des valeurs communes. C'est ce qui est tout à fait important, et c'est pour ça que je me suis permis de rappeler notamment la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Ceux qui sont à l'Assemblée nationale, les États généraux de l'Assemblée nationale, ce sont des élites qui ont des valeurs communes. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Et la Révolution française ne peut exister que si les choses fonctionnent, que s'il y a des valeurs communes. Et ça, c'est une chose que l'on oublie. Après, ce qu'elle devient, c'est autre chose. Mais au départ, c'est uniquement parce qu'il y a des valeurs communes. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai là, et c'est la raison pour laquelle, je dirais, il peut y avoir l'agglomération, et ce phénomène tout à fait extraordinaire, on peut exister. C'est pas une question, c'est une précision. Lafayette était franc-maçon. Et puis d'ailleurs, son épée est dans le musée de franc-maçonnerie à Paris, qui est ouvert au public et puis qui vaut bien le coup de visiter. Je ne m'en rappelais pas. Merci. Comme quoi, l'Alzheimer me guette. Alors, il reste quelques annonces avant de libérer. Effectivement, si vous montez à la capitale, vous avez le musée de la franc-maçonnerie, rue Cadet. Au niveau de l'histoire de Port-Vendre et des 200 ans, le professeur Gilbert Larguier n'en a pas fini, puisque apprenant qu'il y avait cette conférence, la municipalité lui a demandé de la refaire fin août. Alors, pas du tout sous les auspices et invité cette fois-ci par la loge Pirenne, mais par la ville dans le cadre des manifestations du bicentenaire. Donc si vous avez des amis qui sont montés à Grenoble, par exemple, aujourd'hui, et qui n'étaient pas disponibles, n'hésitez pas à leur dire que fin août, on sera au tout début du top 14 et non pas de la Pro D2 puisqu'on va gagner, et que donc ils pourront venir écouter Gilbert Larguier. Dernière chose, concernant Pirenne, si vous voulez avoir un petit peu de précision, n'hésitez pas à venir vous voir, ça fait une excellente... venir nous voir tous, enfin, Daniel, les deux Daniel, et peut-être d'autres que vous connaissez, lors du pot que nous vous offrons maintenant. Au bar, il y aura le vin, puisque nous sommes assez nombreux, et les boissons sans alcool ainsi que les cacahuètes et chips seront dehors sur une table, puisque après cette nourriture spirituelle, il est temps de passer à la nourriture terrestre. À très bientôt pour les 50 ans de Pirenne.